Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une émission que nous consacrons aujourd'hui à une exposition exceptionnelle, Bouddha, la légende dorée, qui se déroule jusqu'au 4 novembre au musée Guimet à Paris. Pour la première fois en France, une exposition événement est consacrée à la vie du Bouddha et à la diffusion du bouddhisme en Asie. On y découvre notamment la richesse extraordinaire des traditions iconographiques et stylistiques se rapportant à la représentation de la vie exemplaire et édifiante du fondateur du bouddhisme. Je vous propose de plonger sans plus attendre dans cet univers merveilleux avec ce documentaire de Michel Bollez. L'exposition se découpe en plusieurs parties successives, interrompues par une grande section médiane qui est consacrée aux moines bouddhistes, aux disciples du Bouddha. Et dans les parties premières et finales de l'exposition, nous développons la vie du Bouddha historique, Shakyamuni, que l'on souhaitait présenter à un public le plus large possible, parce que c'est un peu la vocation du musée Guimet que de mettre en avant les grands aspects des religions d'Asie. Il se trouve qu'Émile Guimet était particulièrement intéressé par le bouddhisme, que c'était d'ailleurs une grande partie du fondement de sa collection première, et c'est donc un moyen de renouer aussi avec l'histoire un petit peu de notre institution que de mettre comme cela à l'honneur le Bouddha. En tant que personnage religieux d'exception, le Bouddha ne pouvait pas naître comme le commun des mortels. Une œuvre nous montre cette scène remarquable où on voit cette jeune femme, cette princesse très richement vêtue, debout sous un arbre dont elle va saisir une branche au moment de la venue au monde de son fils. Et du même coup, l'arbre va fleurir et fructifier, ce qui est un beau symbole de naissance, de fertilité, de création d'une certaine manière. Et sous le bras levé de la reine Maya, on voit un tout petit personnage, les mains croisées devant la poitrine, qui est son fils, le futur Bouddha, le prince Siddhartha, puisque ce personnage est né dans une famille princière du nord de l'Inde et a vécu toute la première partie de son existence en tant que prince indien. Le bas-relief que nous avons ici, illustrant le grand départ, c'est-à-dire le moment où le prince Siddhartha quitte son palais pour s'engager dans la quête spirituelle qui le conduira à devenir le Bouddha, eh bien cette scène du grand départ participe de cet art aniconique. Nous avons divers personnages qui sont des figurants, un cheval, mais un cheval sans cavalier. Et c'est en cela que l'on parle d'aniconisme, parce que le fidèle bouddhiste visualisait très concrètement le cavalier, le prince Siddhartha, qui est même ici protégé par un parasol, alors que le sculpteur ne le montre pas. La scène est extrêmement riche parce qu'elle répond dans tous les détails à ce que les textes disent au moment de ce grand départ, à savoir qu'il s'est tenu de nuit. Des génies ont soutenu les sabots du cheval pour atténuer le bruit de cette fuite dans les cours du palais, et que toutes sortes de génies célestes sont venus rendre hommage au prince Siddhartha, s'engageant dans sa quête religieuse. Les textes bouddhiques comportent une collection de récits regroupés dans une section du canon Pali sous le nom de Jataka, ou naissance.
Ces textes relatent les 547 vies antérieures du Bouddha, avant que celui-ci n'atteigne l'éveil. Un Jataka, c'est une histoire moralisante qui est faite pour édifier les fidèles. Et dans ces très beaux exemples de scènes narratives en terre séchée, provenant d'Asie centrale, des œuvres très très rares, celui qui figure là au centre nous montre, dans une de ses vies antérieures justement, le futur Bouddha méditant et perdu dans sa méditation au point qu'il ne se rend pas compte qu'un couple d'oiseaux a fait son nid dans sa chevelure. Au moment où il réalise la chose, cet être va faire le vœu de ne plus bouger jusqu'au moment où les oisillons vont venir au monde. C'est un geste de générosité à l'égard de ces animaux et c'est une manière un petit peu naïve, mais en même temps très, très émotionnelle de traduire le fait que pour être un bon bouddhiste, eh bien, il faut être capable de la plus grande abnégation et de rester des semaines, des mois parfois, sans mouvement pour ne pas troubler le devenir des êtres. Dans une de ses vies antérieures, le Bouddha était né sous les traits du roi des singes, et un jour que des hommes déambulaient dans la forêt où demeuraient ces singes, ils ont pris peur, croyant que les hommes venaient pour les chasser. Donc notre roi des singes a tenté de sauver son peuple en faisant de son corps un pont aérien entre les deux berges d'une rivière, de telle sorte que les singes puissent traverser la rivière en question et parvenir dans un endroit sans danger. Et pendant toute l'histoire, les singes passent très très légèrement sur le corps de leur monarque pour ne pas trop le fatiguer, mais à la fin, un singe qui était le cousin de ce souverain simiesque, jaloux de son pouvoir, va peser de tout son poids sur l'animal, lui briser les reins et le conduire d'une certaine manière à la mort. Au moment où les hommes parviennent aux abords de la rivière, ses forces l'abandonnent, il va donc tomber au sol. Les hommes ont juste le temps de tirer un drap pour atténuer la chute du singe. Et à ce moment-là, le singe va faire comprendre au souverain humain que pour être un bon monarque, il faut être capable de sacrifier jusque sa vie pour son peuple. Donc c'est une morale de nature presque politique qui est délivrée ici, et qui, dans le contexte bouddhique, explicite le fait que les vertus d'abnégation, de don de soi jusqu'au don de sa propre vie sont des éléments essentiels à la pratique religieuse. Un Bouddha, partout en Asie, se reconnaît au fait qu'il a une bosse sur le sommet du crâne. On appelle ça en sanskrit Ushnisha. Cette bosse est tout simplement le siège de ses connaissances supérieures au commun des mortels. Le point peut-être le plus important de tous, c'est la gestuelle. Une gestuelle évidemment symbolique, puisque les positions des mains expriment des idées, des concepts. Alors devant cette pièce, qui est une statue khmer du 7e ou du 8e siècle de notre ère, la main droite, même si les doigts sont manquants, était positionnée de telle sorte que le pouce et l'index soient joints. Et dans cette position, ce qu'on appelle une mudra, alors il y a plusieurs mudras possibles, le Bouddha est en train de prêcher, de parler. Il expose un élément de doctrine, il argumente. Et puis lorsqu'il a la main, paume tournée vers le regard du fidèle, mais doigt dirigé vers le haut, il exprime la protection. C'est le geste de l'absence de crainte, ce qu'on appelle l'abhaya mudra. Et il y a ainsi toute une série de gestes qui participent de la compréhension particulière que les fidèles ont de l'image en fonction justement de la manière dont elle se présente à leurs yeux. Assis en méditation, le Bouddha est également représenté sous d'autres formes. Méditant debout ou en marchant, mais aussi couché pour sa mort physique et son entrée dans le paranirvana. Les stupas sont des reliquaires représentant les étapes de l'éveil du Bouddha.
C'est au début de l'ère chrétienne, vers le 1er siècle, qu'après toute la période aniconique, où ce sont les symboles qui évoquent le Bouddha, nous trouvons des représentations du saint homme. Et le traitement du costume, l'espèce de naturel dans la position, les chutes d'étoffe très libres, renvoient à des concepts esthétiques de type gréco-romain, tels qu'on en trouve dans ces régions nord-occidentales par rapport à l'Inde, depuis pratiquement le passage d'Alexandre le Grand. Et c'est dans ce registre de l'art gréco-bouddhique que beaucoup de spécialistes considèrent qu'on trouve les plus parfaites représentations du Bouddha historique. Il y a une grande différence esthétique entre une image occidentale pour l'Asie, celle du Pakistan, et une image orientale, celle du Japon. Mais l'image du Bouddha suit la diffusion de la doctrine bouddhique. Et dans la dernière partie de notre exposition, ce que nous souhaitions vraiment montrer, c'était justement ce cheminement permettant de comprendre que chaque étape a enrichi ou un petit peu transformé, parfois transcendé, le modèle original qui ne pouvait bien évidemment qu'être formulé en Inde, puisque c'est dans cette région, c'est dans ce pays que, dans le fond, le bouddhisme s'est dans un premier temps développé. Cette œuvre, c'est une des dernières acquisitions du musée et c'est une œuvre qui nous a tous frappés quand on l'a découverte, qui a lieu à un artiste japonais qui s'appelle Takehiro Kondo et qui a voulu rendre hommage aux victimes du tsunami de 2011 et puis aussi évoquer le risque de la menace nucléaire au Japon. Et dans la préparation de l'exposition dédiée à la vie du Bouddha, en fait, elle nous semblait être une sorte d'œuvre qui faisait le pont entre le passé des images bouddhiques et puis une interprétation tout à fait contemporaine du bouddhisme, puisque le sculpteur, en fait, qui a moulé sur son propre corps, se représente dans une position de méditation bouddhique. Et on voit, en fait, qu'il ressemble presque d'une certaine façon à un Bouddha ascétique qui retient son souffle. Cette image, elle nous frappait beaucoup par sa versatilité, en fait, son ambiguïté. C'est à la fois une image de vie, elle parle du souffle, c'est une image de méditation et en même temps, c'est une sorte de memento mori, un hommage aux disparus. Cette œuvre s'inscrit dans cette tradition de regard ancré dans le passé, mais en même temps aussi profondément moderne, qui entend être toujours l'esprit qui préside au musée. Et elle trouvera place dans un parcours des collections qui se déploiera à la fin de l'année, donc pour fêter ces 130 ans du musée, en même temps toute une série de manifestations dont le slogan est un peu 130 ans et toujours moderne. Je vous rappelle que vous pouvez découvrir cette exposition exceptionnelle au musée Guimet à Paris jusqu'au 4 novembre. Et pour patienter, voici le magnifique catalogue avec toutes les œuvres présentées dans cette exposition, notamment celles que nous avons vues dans ce documentaire, Bouddha, la légende dorée. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.